Bien, mesdames, messieurs les professeurs, professeurs d'histoire et de géographie, ou de géographie et d'histoire, merci d'honorer de votre présence cet hôtel de région et cet amphithéâtre. Je suis très heureux avec Anne-Marie Cocula, qui est elle-même une de vos collègues, de vous recevoir ici pour l'ouverture de votre agora. Si je comprends bien, vous êtes assez âgé, 1910. En pleine forme. Mais en pleine forme, comme dit votre président national. J'apprécie beaucoup, moi, quand une structure puisse, comment dire, telle que celle-ci, puisse dépasser les successions et l'histoire. Après tout, c'est un peu normal pour des professeurs d'histoire ou de géographie. Vous êtes en Aquitaine. Le président régional, Éric Bonhomme, et en regardant attentivement vos journées, vous permettront peut-être de plonger dans cette Aquitaine historique, avec une vision géographique aussi, assez passionnante, cette région un peu singulière, en France, puisqu'elle a été, c'est pas la seule, enfin en tout cas il y a très longtemps, elle a été anglaise. On peut se poser la question d'ailleurs de savoir si cette anglitude, si j'ose dire, pour citer un néologisme d'une voisine, a laissé quelques traces dans nos mœurs. Nous sommes en tout cas girondins. Et le président du conseil régional que je suis est un girondin radical, un décentralisateur radical. Ce qui n'est pas très facile dans la période actuelle. Mais bon. Et puis, je sais qu'Anne-Marie Cocula vous fera tout à l'heure une conférence sur quelques grands hommes qui ont parsemé l'histoire de la région. Nous troisième, pour lequel d'ailleurs la région a engagé un certain nombre d'actions spécifiques, notamment sur Mauriac, puisque la région possède, est propriétaire à la fois de la demeure de Malagar et de la demeure que nous avons ouverte à la création artistique à Saint-Symphorien. Mauriac avait une maison d'enfance, un chalet d'enfance, dans la Haute-Lande, magnifique, d'ailleurs, au bord de la Hure, et nous l'avons réhabilité, et nous en avons fait un lieu d'accueil pour les artistes, dans le domaine littéraire, cinématographique, théâtral ou autre. Ce cheminement d'auteur est important pour nous, parce que ce soit Montaigne, Mauriac ou Montesquieu, on peut considérer assez facilement qu'ils ont laissé une trace, tous les trois, dans la mémoire politique. Alors peut-être que Mauriac a plus laissé une trace dans la mémoire politique nationale. En tout cas, Montaigne et Montesquieu, qui ont eu des responsabilités à Bordeaux, ont laissé des traces ici même. Et y compris d'ailleurs, c'est le cas de Montesquieu, sur une espèce de conflit interne au nord de l'Aquitaine, à la Gironde, qu'il y a eu entre la vigne et la ville. Montesquieu était un assez grand propriétaire de la Brède et acquérait des terres pour planter de la vigne. Et à un moment donné, le maire de Bordeaux de l'époque, n'était pas lui, a protesté contre ces acquisitions. Et on a eu, il y a une vingtaine d'années, ou une trentaine d'années, dans la périphérie bordelaise, la même bataille, où les viticulteurs voulaient planter, mais les pouvoirs politiques s'y opposaient, voulant installer des technopoles à la place. Certains qui sont à la tribune s'en souviennent.
Et j'avais essayé de jouer avec une petite beurette d'huile l'apaisement entre les conflits technologiques et les conflits viticoles. Et d'ailleurs, la première initiative que j'ai prise quand je suis arrivé ici au niveau de la région fut de créer un institut des sciences de la vigne et du vin. Bordeaux avait effectivement perdu toute recherche sur la vigne et le vin, sauf l'œnologie. Et la première initiative que j'ai prise en tant que président de la région a été d'initier un institut de recherche. Donc on a eu quelques grands personnages du monde de la littérature et de la politique. Aujourd'hui, l'actualité pour nous sur le plan culturel, c'est plutôt l'ASCO. Alors j'ai vu que vous aviez un déplacement demain ou après-demain aux Aïsy, parce que vous savez qu'aujourd'hui on ne peut plus visiter la grotte de Lascaux, même pour l'avoir visité moi-même une ou deux fois, c'est une émotion extraordinaire. Et nous allons, avec le Conseil général de la Dordogne, l'Europe et l'État, reconstruire au centimètre près, au millimètre près, la totalité de la grotte. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On va reproduire dans un site pas très éloigné d'ailleurs de la grotte historique, cette grotte, et on a fait une opération qu'on a baptisée Lascaux 3, qui est une série de facsimilés qui doivent être aujourd'hui à Chicago, je crois, et qui a un succès international incroyable. 300 000 visiteurs. Nous serons à Montréal bientôt. Et Lascaux a un succès international qui est considérable. Ça fait partie de l'histoire. Aussi, Monsieur le Président. Et pour nous, c'est une façon de mettre en valeur ces sites majeurs ou ces histoires de l'Aquitaine. Et puis, à titre personnel, ayant créé un festival international du film d'histoire avec Jean-Noël Jeannet, Jean Lacouture, je suis pour ma part très intéressé, à la fois en tant que lecteur d'ouvrages historiques, mais aussi à la part de l'histoire dans l'éducation. On souffre un peu tous, et vous notamment, à ce que l'histoire soit, quels que soient les gouvernements d'ailleurs, quelles que soient les sensibilités gouvernementales, un peu reniées des programmes. Et pas simplement d'ailleurs dans les lycées, mais aussi dans l'enseignement supérieur, sauf lorsqu'il s'agit d'études spécifiques. J'espère que votre lobby va fonctionner d'une manière efficace dans ce domaine-là. Vous avez des inspecteurs qui sont là aussi pour donner un coup de main à cette démarche. Donc on essaye de travailler dans la politique de la région, à valoriser cette histoire. Et voilà, la reine Margot a été emprisonnée en Aquitaine, dans un lieu magique. Je ne sais pas si vous le visitez, mais le château de Villandreau, c'est un des rares châteaux forts hexagonaux de France, au bord du Ciron. C'est un château magnifique à voir, qui a été conservé d'ailleurs en l'état. La reine Margot y a, paraît-il, été emprisonnée par son célèbre mari, lui-même aquitain d'ailleurs. Voilà, et puis, parfois les souvenirs d'Aliénor d'Aquitaine ont aussi, à tel point que je souhaite absolument qu'à côté du logo du A de l'Aquitaine, avec cette symbolique des 5 départements, nous puissions recouvrer le léopard d'Aliénor. Alors j'ai des difficultés parce que le léopard d'Aliénor n'a que le léopard dans son fanion, dans son drapeau. Et alors lorsque je lance cela, les Béarnais montent au filet pour me dire attention, nous on a 3 vaches, les Basques 2 dauphins, le blason va être à terme bien rempli. Voilà, donc c'est la dernière bataille que je mène pour essayer de rejoindre les moments historiques. Voilà. Par ailleurs, et pour passer à la géographie, l'Aquitaine est une région étonnante, sur laquelle nous avons aujourd'hui un vrai défi.
Vous avez tous entendu parler des grandes tempêtes qui ont eu lieu en 99 et en 2009, qui ont mis par terre plus d'un tiers de la forêt landaise. 1 800 000 hectares, 220 000 hectares complètement détruits. Et on a un vrai défi parce que, double défi, un défi économique parce que nous ne sortons plus assez de bois pour alimenter l'industrie papetière. Mais un deuxième défi, c'est que nous sommes, après la Beauce, la deuxième plus grande plaine de France. Imaginons ce qui se passerait si cette plaine-là était défrichée. Alors certes, au départ, il n'était pas possible de le faire parce qu'elle était marécageuse et que les Napoléons I et III ont largement contribué à la planter. Mais en tout cas, aujourd'hui, quand vous survolez la forêt d'Aquitaine, vous voyez qu'elle est émiettée par des plantations, notamment de maïsiculture ou de grandes cultures, que l'on sait drainer et que l'on sait arroser, traiter même, mais comme il s'agit de sable, vous imaginez aussi que ce sont quasiment des cultures hors sol qui se développent et que pour nous, le maintien d'une forêt est un élément de géographie économique extraordinaire. D'abord parce que cette forêt captait, avant qu'elle soit décimée, autant de CO2 que l'Aquitaine n'en émettait, et qu'aujourd'hui, le défi qui est le nôtre est celui de la chimie verte, puisque avec les problèmes des ressources du sous-sol, nous pouvons avoir avec la forêt des éléments de carbone reproductibles. Et donc nous avons un défi économique, un défi scientifique et technologique pour transformer l'arbre tout simplement en chimie verte, en élément pour assurer la protection thermique de nos maisons, voire même pour faire du pétrole de demain. Donc on a quelques défis intéressants. L'autre défi de géographie économique que nous avons, c'est celui, comme dans toutes les régions de France, et je suppose que les géographes que vous êtes l'analysent, comment luttons-nous contre ces réseaux qui se forment sur tous les territoires de déprise économique et sociale, et qui existent aussi en Aquitaine, du nord de la Gironde jusqu'au Lot-et-Garonne, du côté de Villeneuve-sur-Lot, Fumel, où il y a des dispositifs de géographie économique. Et moi, je suis très attentif à ce que les géographes, écrivent aujourd'hui. Il y a une espèce de retour, alors à la fois des historiens à travers les commémorations. J'étais en train de feuilleter, en me disant que j'allais peut-être m'en inspirer de l'ouvrage que Jean-Noël Jeannet vient d'écrire sur le moment de la commémoration de 1914. Et en même temps, cet ouvrage assez remarquable de quelqu'un je ne sais plus son prénom, mais qui s'appelle Lévy, Jacques Lévy, qui s'appelle Réinventer la France. Un petit ouvrage rouge que certains ont peut-être lu, sur la façon avec laquelle les géographes peuvent réalimenter la réflexion politique d'aménagement du territoire. Comment aujourd'hui prévenir, reconvertir, développer, éduquer, former, avec des éléments d'analyse qui sont des éléments importants. Sur quelle base pouvons-nous nous appuyer? Un géographe béarnais célèbre a évoqué, vous le savez, l'économie de la redistribution. Je cherche son nom, il va me revenir. En se disant, est-ce qu'on ne peut pas se laisser aller? Après tout, sur la côte, on aura beaucoup de retraités, ils vont distribuer leur retraite, et tout ça va alimenter une économie naturelle. Alors en fait, on s'aperçoit qu'il faut que l'économie de la redistribution et l'économie de la production puissent s'alimenter en même temps et se développer. Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur mes réflexions personnelles, mais en tout cas, c'est quelque chose, ce sont des sciences pour qui j'ai beaucoup d'affection et pour lesquelles les travaux que vous faites, y compris d'ailleurs la transmission de savoir et de réflexion avec les élèves, je n'oublie pas que la région a la responsabilité des lycées, et que nous avons là, nous ne pouvons pas être à l'égard des lycées simplement des constructeurs et des équipementiers. Nous devons nous préoccuper des parcours de réussite. Et je vais peut-être vous faire bondir, mais je sais qu'un jour, l'éducation
au moins au niveau des personnes, sera décentralisé. Alors pas tout de suite, parce qu'il y a de telles oppositions. On commencera par les lycées agricoles, puis les lycées professionnels. Mais un jour, l'éducation sera pas les programmes, pas les diplômes. Il n'y aura pas un diplôme aquitain de géographie. Et c'est pas moi qui poserai les questions. Mais je crois que vous êtes au cœur aussi d'un double défi, et j'en terminerai là, à la fois ce défi de la culture, l'irrigation par la géographie et l'histoire de ce que les hommes et les femmes politiques peuvent apporter, et puis en même temps un défi de formation, un défi d'éducation, sur lesquels je ne peux que m'incliner et être attentif. Je vous souhaite une belle agora.